Madame, monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Quel bonheur de déjeuner en votre compagnie. Société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi tout ce qui fait votre quotidien. Voici le programme de cette seconde partie. La pollution atmosphérique vous inquiète? La solution existe. Une application israélienne permet de vérifier à tout moment la qualité de l'air que vous respirez. L'univers hospitalier est souvent triste et difficile pour les enfants. Les docteurs clowns sont les partenaires du corps médical. Faire sourire un enfant, c'est un premier pas vers la guérison. Le yoga, une pratique ancestrale venue d'Inde qui touche aujourd'hui tous les publics. Nous le verrons dans un camp de réfugiés au nord de l'Irak, mais aussi en Israël, où des ultra-orthodoxes mélangent la pratique du yoga et de la Torah. Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Dix morts et une quinzaine de blessés. C'est le bilan de l'attentat suicide d'origine syrienne survenu dans le centre touristique d'Istanbul en Turquie. Le président turc Erdogan a confirmé la piste terroriste. Syrie, des centaines de civils en grand danger de mort pourraient être évacués. Dès aujourd'hui de Madaya, ville assiégée depuis 6 mois par l'armée, un convoi de 44 camions, transport, nourriture, médicaments et couverture est entré lundi dans la ville. 28 personnes sont mortes de faim depuis le 1er décembre dernier. Agression de l'enseignant juif à Marseille, prolongation de la garde à vue du suspect et ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat aggravée en raison d'une appartenance religieuse et apologie du terrorisme. Et je vous propose de parler high-tech. Comme chaque semaine, nous vous présenterons une start-up. On en a beaucoup parlé lors de la COP21. La forte diminution des polluants dans l'air éviterait chaque année dans le monde plus de 2 millions de décès prématurés, en tout cas d'ici 2030. Cela en ralentissant le réchauffement climatique de manière significative. Eh bien, c'est un sujet sensible, la pollution de l'air, qu'une start-up israélienne a décidé de s'attaquer. Cynthia Fitoussi, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc directrice d'un club d'investissement. Alors, qu'a développé cette start-up israélienne pour combattre ce fléau, la pollution de l'air ? Alors, jusqu'à maintenant, on peut dire que la pollution de l'air est tout à fait invisible. On ne la sent pas, on ne la voit pas, et personne n'est capable de dire si par une journée ensoleillée comme celle d'aujourd'hui, la pollution de l'air peut être équivalente à l'air que vous pourriez respirer dans une salle remplie de fumeurs. En réalité, la pollution de l'air, c'est un fléau qui va faire plus de victimes aujourd'hui que les accidents de la route. On a évidemment tout ce qui est maladies cardiaques, cancer du poumon, asthme, etc., etc. Alors justement, comment Breezometer peut analyser l'air que nous respirons ? Alors, Breezometer, c'est une application gratuite que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur vos smartphones, qui va vous offrir une analyse extrêmement précise, fiable et en temps réel à l'endroit où vous vous trouvez de la qualité de l'air dans une ville, à l'adresse où vous êtes. Et vous allez pouvoir en fait adapter du coup votre activité en fonction de la qualité de l'air. Valérie Mann, nous parlerons littérature dans quelques instants. Vous téléchargez l'application ? Oui, je vais le faire. Ouais. J'ai découvert tout à l'heure la qualité de l'air au-dessus de nous. Passionnant. Alors au-delà de l'intérêt de cette application et donc ce qu'elle présente pour les particuliers, c'est une véritable mine d'or pour les municipalités. Oui, complètement. Tous les citoyens ont le droit de savoir l'air qu'ils respirent. Donc non seulement les municipalités s'y intéressent de près, mais aussi les entreprises du secteur privé, comme des applications pour courir ou des sites internet d'immobilier ou enfin des sites de météo, par exemple. Oui, alors Breezometer, c'est quand même une petite société qui a une vision très ambitieuse. Oui, ce sont des ingénieurs du Technion passionnés par l'environnement qui ont décidé de vraiment relever le défi de démocratiser cette information et de dire nous avons le droit de savoir ce que nous respirons et de se protéger en conséquence. Oui, et en plus, ils ont déjà été présentés 2 fois au président Barack Obama. Oui, ils sont allés 2 fois à la Maison-Blanche il y a quelques mois. Ils ont aussi été récompensés par les Nations Unies et ils ont même été parmi les 9 sociétés israéliennes invitées à la COP21 à présenter leur projet. Ils en sont où aujourd'hui ? Ils sont présents dans 90 pays, dont Israël, dont les États-Unis et bien sûr leur ambition est beaucoup plus grande, l'Asie, l'Europe, le monde. Merci Cynthia Fitoussi, on leur souhaite beaucoup de succès en tout cas, merci. ces ingénieurs du Technion.
Si vous vous êtes déjà rendu dans les hôpitaux ou bien dans les instituts spécialisés, vous les avez sans doute déjà rencontrés. Les clowns, surprenants dans un univers angoissant d'un hôpital. Ils sont jongleurs, magiciens, musiciens, ils provoquent le rire, le plaisir, une présence indispensable car même si la douleur n'est pas effacée, les clowns à leur façon vont aider les enfants et leurs familles à mieux vivre la maladie, les détendre et même renforcer les actions thérapeutiques engagées par les équipes médicales. Je vous propose de regarder le reportage réalisé par Isabelle Dajou. Nous sommes dans l'un des services les plus durs, l'oncologie pédiatrique. Regardez. Des clowns, jongleurs, magiciens, au service des enfants hospitalisés. Leur vocation, les aider, eux et leurs familles, à mieux vivre leur maladie. Il faut savoir que les clowns travaillent exactement comme nous. On les voit de plus en plus. Durant les examens sanguins, par exemple, ils nous facilitent la tâche. Et je peux vous assurer que la peur de l'enfant disparaît. Les enfants les accueillent avec plaisir et les attendent. J'aimerais voir les clowns dans tous les services, car c'est un bonheur pour tous les âges. Les détendre est peut-être leur but, faire oublier le froid glacial de l'hôpital. Mais le clown renforce également l'efficacité des actions thérapeutiques engagées par les équipes médicales. Je tiens à féliciter l'initiative des clowns. Leur présence me facilite mon travail. Moins de peur chez le patient et chez les parents. Je peux vous affirmer un changement du comportement drastique grâce aux clowns. Ils apportent à l'enfant un monde fait de rire, de couleurs, de magie, de contes et de musique. Il y a 3 ans, quand les clowns sont rentrés dans les services de cet hôpital, l'équipe médicale était non seulement sceptique, mais en plus peu coopérante, pensant que les clowns allaient gêner durant les traitements médicaux. Aujourd'hui, les clowns se sont intégrés dans les services et travaillent en association totale avec toute l'équipe. Les médecins font appel à leurs services sans arrêt, l'environnement des services s'est égayé. Les clowns sont dans tous les services, incluant les salles d'opération et salles de réveil, chose inimaginable il y a 3 ans. Selon l'état de santé des enfants, son âge, ses désirs, les clowns sont à son chevet ou encore dans la salle de détente ou de jeu de l'hôpital. Je pense que l'entrée des clowns médicaux dans notre hôpital nous a apporté dans tous les services une facilité de travail conséquente. Ils aident les enfants à surmonter la période d'hospitalisation qui n'est pas facile. Cela a été démontré dans des recherches. La thérapie du rire facilite une guérison. Une réelle bénédiction, les clowns s'adaptent en fonction de l'âge des patients. Les adolescents, plus réticents au début, finissent eux aussi par tomber sous le charme de ces clowns. Pour les plus petits, cela sera du mime, un jeu ou même un regard. J'aimerais voir des clowns dans tous les services, tous les jours. Même pour nous, l'équipe médicale, leur présence nous fait sourire. Ce même sourire me rend certainement plus agréable aux yeux des enfants. Ils ont l'air souriants, ces clowns, mais leur cœur pleure face à la fatalité et l'injustice. Leur récompense, un sourire d'enfant, un premier pas vers l'établissement peut-être. Je suis Nimrod Max, le clown. J'appartiens au Dr Rêve. Nous les clowns cherchons à connaître en premier lieu l'hôpital et l'équipe. Le médecin va traiter et guérir. Le rôle du clown, devenir l'ami de l'enfant. C'est un adulte qui espionne le monde de l'enfant. Aujourd'hui, dans notre projet, nous exerçons dans 29 hôpitaux, ce qui représente une centaine de clowns médicaux qui s'occupent de 200 000 enfants par an. Après le tremblement de terre au Népal, les clowns médicaux se sont joints à la délégation de l'armée israélienne afin de venir en aide à la population. De cette expérience réussie est né le projet unique au monde d'intégrer des clowns dans l'armée. Le 29 novembre 2015 s'est effectué le premier entraînement de ces clowns soldats. Un univers intense en émotions, un mot riche en sens, le courage d'affronter la maladie, celui de la subir, celui de souffrir en silence. Beaucoup d'émotions dans ce reportage. Nous sommes mardi et comme chaque semaine, nous accueillons notre critique littéraire Valérie Mann. Valérie, bonjour. Bonjour Valérie. Bienvenue. Alors aujourd'hui, vous avez eu envie de nous faire découvrir un polar. Ça s'appelle Les Sirènes Noires et c'est l'histoire d'un commissaire qui exerce à Paris. Et il a enquêté sur des affaires qui sont bien particulières puisqu'il parle de la traite des êtres humains. Tout à fait. En fait, ce commissaire qui a écrit le livre, Jean-Marc Souvira, est un ancien commissaire. Enfin, ça fait 30 ans qu'il travaille à la PJ, la criminelle, l'anti-gang, la traite des êtres humains. Il a même suivi des stages au FBI. Donc tout ce qu'on lit est en fait issu de son expérience et de sa vie. Son terrain d'exploration, c'est ce qu'il vit tous les jours. Donc la traite des êtres humains, il a travaillé dessus pendant très longtemps. Il faut savoir que c'est un énorme chiffre d'affaires mondial, plus de 35 milliards de dollars pour la pègre.
Donc un réseau énorme à démanteler et très compliqué, et une façon assez spéciale d'aller chercher les victimes, puisqu'en fait, ils vont en Afrique, dans des villages perdus, au Bénin, au Nigeria, et là, un sorcier fait certaines incantations, puis prend des cheveux, un peu de sang de la personne en question, et ils leur font croire qu'elles vont devenir coiffeuses à Paris, ce qui pour elles est un grand rêve. Et elles quittent leur famille en se disant qu'elles vont pouvoir leur apporter un peu d'aide financière, d'argent, s'alphabétiser, enfin faire plein de choses. Et au cours du voyage, les choses se passent beaucoup plus difficilement, viol et autres joyeusetés. Oui, parce que là, vous parlez des jeunes femmes, mais il y a aussi eu ces cas justement de jeunes hommes qu'on a été chercher dans les villages africains, à qui on a promis des carrières faramineuses de footballeurs, et on les trouve maintenant sous les ponts, à la porte d'Aubervilliers. Donc c'est des histoires qui sont assez communes en France. Tout à fait. C'est très étonnant là, d'ailleurs. Ça se passe aussi porte d'Aubervilliers, excepté que les filles, on les retrouve sur les trottoirs. Voilà, et dans des conditions très difficiles, avec un macro au-dessus d'elles qui est absolument épouvantable, des menaces terribles, et elles n'ont aucun moyen, ils se font en sorte qu'elles ne sachent pas parler la langue. Ils ne puissent pas s'intégrer, elles n'ont bien évidemment pas de téléphone, quasiment aucune ressource, et puis les tiennent dans une dépendance effroyable pour qu'elles n'aient aucune solution de s'en sortir. Cynthia, c'est étonnant quand même que ça existe encore. Hein. C'est affreux, c'est non seulement étonnant, mais affreux. Ouais. Il y a des choses qui sont faites, justement, ce commissaire en question, il vous a dit qu'il y avait des choses qui allaient être faites pour essayer justement de légiférer tout ça ? Légiférer, c'est un peu compliqué. Je crois qu'on légifère plus vraiment maintenant en France. Ils essaient déjà d'arrêter et de stopper les réseaux. Il y a plus de 40 réseaux qui avaient été démantelés il y a quelques années, ce qui est énorme, 40 réseaux en France. Ça vient aussi, les réseaux sont aussi au niveau de l'Europe de l'Est et de la Chine, un peu partout. L'avantage de ces polars, c'est qu'en fait, on découvre vraiment cette vie qu'on ne connaît pas. C'est un voyage initiatique dans l'Afrique et les mythes vaudous, enfin des choses qu'on ne connaît absolument pas, et qui au XXIe siècle, justement, nous paraissent tout à fait aberrants. Et c'est grâce à cette magie vaudou qu'ils réussissent à conserver les filles, à leur faire peur, à les terroriser. En tout cas, il y a un personnage chez cet auteur qui est absolument récurrent, comme un peu maigri en son temps. Exactement. Il y a le commissaire Mistral, qui en fait est extrêmement sympathique, est un père de famille, marié, donc avec une vie difficile. Je pense que Jean-Marc Souvira parle aussi un peu de lui à ce moment-là, parce que le commissaire est très seul, me disait-il. Il a besoin d'avoir Calderon et Dalmat qui sont dans son livre, qui sont ses sous-officiers. Ils sont en fait ses aides aussi, parce qu'ils font très attention à leur commissaire, ils en prennent soin. Et passer d'une affaire lourde en affaire lourde, il disait à un moment d'emmerde, il y a tellement d'emmerde que ça ne s'additionne plus, ça se multiplie. Donc je crois qu'effectivement la vie de commissaire n'est pas aussi drôle que ça. Merci Valérie, merci Cynthia, on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Notre grand dossier du jour est consacré au yoga. Cette pratique plusieurs fois millénaire, originaire d'Inde, est devenue très populaire dans le monde occidental. En Israël, il a même atteint le monde très fermé des ultra-orthodoxes. Nous le verrons dans un reportage signé Fleur Citruc dans quelques instants. Mais avant cela, direction le nord de l'Irak, où des réfugiés yézidis trouvent un peu de réconfort dans la pratique du yoga. Vous allez voir. Yoga, méditation, respiration et gestion du stress. Pendant 3 jours, ces réfugiés yézidis bénéficient des cours de l'Association internationale pour les valeurs humaines, directement affiliée au leader spirituel indien Ravi Shankar. Ces cours de yoga sont très importants car ils aident les gens à se remettre des traumatismes et des stress qu'ils ont vécus. Les yézidis ont perdu leur maison, leur famille, leurs enfants et ils ont besoin de se retrouver et d'expérimenter une paix intérieure afin de redevenir des membres actifs de la société. La minorité religieuse des yézidis est persécutée par l'État islamique qui a pris le contrôle du tiers de l'Irak il y a 1 an et demi. Les femmes sont particulièrement touchées. Des centaines d'entre elles ont été capturées et réduites en esclavage. Ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver notre confiance en nous. Les filles en particulier sont traumatisées. Ces leçons de yoga sont très bien. Elles nous aident sur le plan psychologique et nous ont permis de reprendre confiance en nous. 1 demi-million de yézidis ont fui les exactions de l'État islamique et trouvé refuge dans des camps comme ceux de Dohuk, dans le Kurdistan irakien. Grâce aux cours, nous parvenons à oublier nos problèmes et à nous détendre. Ça nous aide à ne pas penser à l'avenir, ni au passé, et à nous concentrer sur le présent. Ça nous permet de ne plus ressasser sans cesse nos expériences passées. Avec l'aide de Dieu, nous allons oublier tout ça et aller de l'avant. Les volontaires qui dispensent ces cours viennent d'Inde, le pays du yoga. Ils espèrent par cette pratique contribuer à un monde moins violent.
un monde meilleur. Alors le yoga, c'est votre métier. Bonjour Viviane Meshoula, merci à vous d'être là avec nous en plateau. Nous sommes également en compagnie de Fleur Citruc. Bonjour Fleur, c'est vous qui nous avez concocté ce joli dossier sur le yoga. Alors on le voit dans le reportage Viviane, le yoga peut aider à souffler dans les moments difficiles. Il peut soulager les douleurs morales, mais aussi les douleurs physiques. Je dois dire que ce reportage m'a fait penser au symbole du yoga, qui est la fleur de lotus. Une superbe fleur colorée, qui pousse en fait dans la boue et dans la saleté. Donc elle s'est détachée de ce qui se passe autour pour se concentrer pour donner une belle fleur que vous avez vue là. Vous avez vu des sourires. Je me demande combien de sourires, combien ils ont l'occasion de sourire avec les épreuves qu'ils endurent. Vous, dans vos cours, vous donnez des cours également à des personnes qui sont handicapées. Donc le yoga, il peut aider au-delà de gens qui font des activités physiques habituelles. Le yoga, il est pour tout le monde. Ce qu'il faut pour faire du yoga, c'est pouvoir respirer et avoir une conscience. C'est tout. Chaque personne qui peut respirer a une conscience. Beaucoup de personnes d'ailleurs pratiquent le yoga, puisqu'en France, 3 millions de personnes déclarent en faire. Autant que le tennis, Fleur Citruc, la pratique, c'est devenu finalement très à la mode. Hein. Oui, il y a même maintenant une journée internationale du yoga qui a été décrétée par l'ONU. Et c'était le 21 juin dernier la première. Et Ban Ki-moon, le premier, a fait du yoga à Times Square, à New York. On voit sur ces images des énormes rassemblements qui ont eu lieu également à Paris, en Corée du Sud et en Inde, qui est le pays du yoga. Donc, beaucoup de succès avec des sessions aussi qu'on peut voir dans le monde entier de white yoga. Tous les participants s'habillent en blanc, c'est très joli. Et ça, c'est une marque de vêtements de Montréal qui l'organise. Parce qu'il faut savoir que le yoga, c'est également un énorme outil marketing. Ça fait vendre aujourd'hui. Vous l'avez dit, 3 millions de personnes en France, mais 20 millions aux États-Unis. Et du coup, des dérivés du yoga, est-ce qu'on peut encore appeler ça yoga? Je ne sais pas, mais se multiplient, comme on dit le power yoga, le voga et même le snow yoga. Alors ça, comme vous en doutez, le snow yoga, ça se fait dans la neige. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais bien parce que ça se fait à Tel Aviv aussi. Le snow yoga, le snow yoga, non, pas à Tel Aviv, mais le 21 juin, dans le monde entier, on fait 108 salutations au soleil, qui est un enchaînement de poses en yoga très connu. Et ça se fait partout dans le monde. Et à Tel Aviv, c'est très, très populaire. J'ai oublié de parler des plages de Tel Aviv où on voit beaucoup de gens faire du yoga. Oui, exactement. Les Israéliens aiment beaucoup le yoga. Ils s'inscrivent énormément et c'est quelque chose qui est complètement dans la mentalité israélienne de pratiquer du yoga, la méditation, justement, essayer de se calmer par des méthodes douces, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. La vie ici, vous savez, on a pas mal de tensions. Alors, c'est un outil formidable pour se calmer, se détendre, se concentrer sur autre chose. En Israël, les adeptes du yoga sont nombreux. Ils touchent désormais tous les publics, même celui très fermé des ultra-orthodoxes. Mélanger l'étude de la Torah et le yoga, c'est possible. Regardez. Depuis 10 ans, Rachel et Avraham enseignent le yoga au cœur de Beth Shemesh, une ville ultra-orthodoxe située près de Jérusalem. Au début, ils font face à de nombreuses résistances. Il y a des rabbins qui ne veulent pas entendre parler de yoga. Quand nous avons ouvert le studio, il y a des gens qui ont passé des coups de fil pour dire « N'allez pas là-bas, c'est mal, ne vous approchez pas de ça ». Le yoga a transformé la vie de Rachel et Avraham. La jeune Israélienne, originaire de Moscou, a 23 ans quand elle découvre cette discipline. Comme toutes les petites filles en Russie, je faisais de la gymnastique artistique. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai essayé de nombreux sports, l'aïkido, la danse, tout me plaisait, mais pour le yoga, ça a été différent. Mon mari m'a emmenée à mon premier cours d'Iyengar Yoga et tout de suite, j'ai compris que c'était exactement ce dont j'avais besoin, que cette pratique répondait à toutes mes attentes. Le couple vit aujourd'hui selon les préceptes très stricts du courant hassidique Breslev. Petit à petit, leur message sur les bienfaits du yoga commence à passer autour d'eux. Les gens viennent d'abord chez nous parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont entendu parler d'un studio où les gens guérissent, se sentent mieux, où il y a beaucoup de succès. Alors ils viennent suivre un cours, faire des étirements, ils ont mal ici ou là, et puis tu leur expliques que la spiritualité passe aussi à travers le corps. Quand ils entendent ça, au début ils trouvent ça bizarre, mais quand ils l'expérimentent eux-mêmes, c'est différent. Petit à petit, ils viennent au cours pour d'autres raisons.
Cette enseignante en études juives suit les cours de Rachel depuis 2 ans. C'est la meilleure prof de yoga que j'ai jamais eue. Elle comprend le corps mieux que personne. En 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Dans ma communauté, le yoga était considéré comme quelque chose d'étrange et aussi d'un peu suspect. 20 ans plus tard, c'est devenu tout à fait acceptable. Rachel et Avraham élèvent leurs 6 enfants dans le respect de la Torah et l'amour du yoga. Ils cherchent aujourd'hui des investisseurs pour construire un vaste centre de yoga à Beth Shemesh qui puisse dispenser ses bienfaits à toute la communauté. Alors Viviane, vous avez vous-même enseigné dans un quartier religieux de Jérusalem, à Ramoth. Dites-moi, est-ce que judaïsme et yoga, ça fait bon ménage? On dirait que oui, hein? En fait, le yoga, c'est pas une religion. Le yoga est universel et les adeptes de toutes les religions peuvent pratiquer le yoga sans problème. C'est pratique quand même de pratiquer du yoga avec une jupe longue comme ça. C'est comme on s'adapte à tous les publics, on doit s'adapter à ce public aussi. Je peux vous donner un exemple que le homme est devenu shalom. Oui, parce que tout de même, il y a des grandes résistances, des résistances même dans le public religieux, parce que ça ressemble un peu à de l'idolâtrie pour eux. Donc vous avez dû changer certaines choses, j'imagine. Justement, le homme est devenu shalom. Je ne parle pas de salutation au soleil, mais on fait un cours de yoga normal et elles peuvent venir habillées comme elles veulent, pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que le yoga, en fait, est une tradition ancienne. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une religion. C'est une pratique. Ce n'est pas une croyance. C'est une expérience personnelle. Oui. C'est une discipline qui est basée sur une philosophie. Il y a un livre de philosophie qui nous donne les principes du yoga, le Yoga Sutra de Patanjali, et il nous explique comment pratiquer le yoga. Alors là, on parle de la communauté religieuse, mais il y a aussi des soldats qui pratiquent le yoga, Fleur Citruc. Et là, ça a été à l'initiative d'une maman très déterminée. Racontez-nous cette histoire. Vous l'avez dit, allez les voir carrément le commandant des bases, parce que l'armée au départ ne voulait pas entendre de ses cours de yoga. Elle a 5 fils, dont 3 ont déjà fait l'armée. Elle s'est dit, ça serait bien évidemment pour la forme physique des soldats, mais aussi pour le mental, pour la concentration, pour comme ça la détente de ces soldats. Et donc elle propose des cours et elle a réussi à convaincre des commandants. Donc on voit 30 à 40 soldats prendre des cours de yoga. Vous le voyez sur ces photos. Par contre, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Quand on donne des cours à ces jeunes-là, il faut prévoir un chariot de supermarché. Pourquoi? Pour mettre leurs armes avant le cours. C'est des petits détails auxquels on ne pense pas forcément avant un cours de yoga. Et vous savez qu'un des principes du yoga, c'est Ahimsa, qui veut dire non-violence. Non-violence, oui, absolument. Justement, vous pratiquez justement du yoga tous les jours. Et avant cela, vous avez vu votre maman en pratiquer pendant 50 ans. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais d'abord, ça m'apporte un bien-être incroyable. Oui, on le voit, vous êtes très sereine. Resplendissante, Viviane. Je me sens forte, je me sens plus souple, je me sens même plus jeune. Et puis aussi, ça m'apporte la capacité d'aider les autres. J'apporte le yoga à, par exemple, à un groupe de... Par exemple, j'enseigne un groupe de personnes handicapées et je vois leur sourire. Je les vois se concentrer sur ce qui marche, pas seulement sur ce qui ne marche pas. Et merci beaucoup Viviane. Merci à vous Fleur. Alors Fleur, on se retrouve demain parce qu'on va parler de la folie des chiens à Tel Aviv. Oui, il y en a même qu'on peut inscrire des cours de yoga. Vous allez voir, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire aux chiens de nos jours. Tel Aviv, la ville des chiens. Voilà. Allez, c'est la fin de notre émission de société. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous car l'info continue évidemment sur i24 News. À demain.